Grand air avec le laboratoire Dermophile Indien. Protégez-vous des grands froids et du soleil avec le laboratoire Dermophile Indien. Bonjour à tous, aujourd'hui on va ramper dans la boue, visiter les entrailles de nos montagnes et s'offrir une session de glisse en avant-première. Respirer à fond, c'est grand air. Et pour partager avec moi cette respiration, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Cyril Maton, un spéléologue. Bonjour Thibaut. Cyril. Benjamin Réty, coordinateur du Snowboard Garden Festival. Bonjour Thibaut. Et puis le créateur de l'événement qui est venu incognito sur ce plateau, Nico Dédry, spécialiste de l'événementiel sportif, enseignant également à l'université. Bonjour. Bonjour, monsieur Didry. Il a de beaux yeux, ce serait dommage de ne pas les voir. Alors, on n'est qu'au début de l'automne et pourtant, certains sont déjà en conditions hivernales. On va démarrer cette émission avec un des événements du début de saison pour tous les amateurs de glisse, le Snowboard Garden Festival qui aura lieu du 16 au 18 octobre à Grenoble. Nico Didry, c'est vous qui avez créé cet événement. Alors, pour ceux qui auraient raté les 3 premières éditions qui se sont déroulées en centre-ville, vous pouvez nous rappeler un peu le principe ? Le principe, c'est un petit peu comme je suis habillé là. On n'est pas obligé d'être sur la neige pour vivre l'expérience glisse. Eh bien, le principe, c'est ça, c'est d'amener toute l'expérience glisse et la culture glisse aux Grenoblois. Donc, on l'a fait 2 années au Parc Paul Mistral. L'année dernière, on est rentré, on voit les images, dans le Stade des Alpes, qui a donné une autre dimension à l'événement. 20 000 personnes au Stade des Alpes l'année dernière. On espère en avoir 30 000 cette année. C'est le seul événement qui permet de rentrer gratuitement d'ailleurs dans le Stade des Alpes. Ça, c'est important et on y tient, puisque l'objectif, c'est vraiment démocratiser cette culture glisse. Et on verra tout à l'heure que l'événement est centré autour de 3 points. Les vidéos de glisse. Ensuite, là on le voit à l'écran, beaucoup d'animations autour de la glisse et du snowboard. Et puis enfin des concerts dont on parlera tout à l'heure. On peut aussi dire aussi que ce qui est vraiment important, c'est que c'est le rendez-vous des glisseurs, mais pas uniquement des snowboarders. On s'est rendu compte l'année dernière qu'il y avait beaucoup de skieurs et même si on est sur la base de l'activité snowboard et que c'est l'activité centrale du festival, tous les glisseurs viennent, qu'ils soient skieurs, snowboarders ou télémarqueurs. Donc c'est ouvert, on va dire même aux familles qui voudraient découvrir avant l'hiver les nouvelles tendances. Alors, on peut qualifier ça de grande fête populaire. Benjamin, c'est vous qui allez coordonner cette 4e édition. Malgré la pluie l'an dernier, effectivement, il y avait eu beaucoup de monde dans ce Stade des Alpes. Oui, c'était très positif pour nous de voir ça l'année dernière, de voir que malgré des conditions météo pas très favorables, on a pu réunir plus de 20 000 personnes. C'est l'objectif même de l'événement que de créer un grand festival à Grenoble autour de la thématique montagne. On a les montagnes si proches. Une fois qu'on a installé en tribune dans le Stade des Alpes, on a vu sur les montagnes, de les faire descendre en ville. Les acteurs de la montagne descendent aussi à ce moment-là, à cette occasion pour compléter la fête. Et c'est vraiment l'idée, c'est de rassembler le grand public et de faire vibrer tout le monde au cœur de cet esprit-là. L'an dernier, vous aviez toute l'équipe de France de snowboard avant les Jeux de Sochi qui était venue à Grenoble. Est-ce que cette année, les champions vont également jouer le jeu ? Oui, on accueille chaque année des sportifs. La majorité des riders français vient participer à l'événement, vient présenter soit des vidéos, soit parler un petit peu de sa saison. Vient aussi tout simplement à la rencontre du public lors des nombreuses séances de dédicaces qu'on a sous les différents stands de partenaires, afin de rentrer un peu en communion avec ce public et de donner l'envie au jeune public ou au grand public de se lancer dans l'aventure et de pratiquer sur la neige ensuite. Alors justement, ce qui fait la réussite de cet événement, c'est les champions, c'est la musique, mais c'est aussi surtout des vidéos de glisse. Il y a de nombreux films qui sont projetés pendant ces 3 jours et vous avez un dispositif XXL pour ça.
Oui, voilà. Depuis l'année dernière et notre entrée en stade, on a pu mettre en place vraiment un écran géant. L'écran fait 24 mètres par 14. Il est visible vraiment depuis toute la tribune du stade. Le stade, du coup, on l'aménage dans cette configuration un petit peu en amphithéâtre où l'écran est au cœur de ce dispositif-là. Et on accueille une dizaine de productions. Alors, à la fois des productions françaises, comme Almofilm par exemple, ou d'autres, mais aussi beaucoup de sélection, enfin on fait une sélection du meilleur de la scène internationale. Donc c'est vraiment une sélection variée qu'on essaie de proposer au public grenoblois, à la fois sur des films comme on le voit de snowboard urbain, mais aussi on a une soirée qui est complètement dédiée au film freeride. Cette année on accueillera le projet de Jeremy Jones qui est un des riders les plus connus pour pratiquer le freeride. Et puis, on a aussi quelques projections de vidéos amateurs pour pas les oublier et puis donner un petit peu l'envie aux amateurs d'utiliser le Snow Garden comme un tremplin pour peut-être aller plus loin. Dans un objectif de démocratisation, vraiment à la fois de la pratique de la glisse et donner l'accès à tout le monde à ces images, leur donner envie de monter derrière. Et c'est vrai que l'année dernière, lorsque sur le film de Xavier Delerue, il y avait plus de 5000 personnes dans les tribunes, on a fait la plus grosse audience d'un film de glisse jamais réalisé dans le monde. Ouais, c'est vrai à Grenoble. C'est vrai que les films de glisse n'ont pas des créneaux énormes de diffusion. Les télévisions souvent sont un peu frileuses. Un événement comme ça, avec plusieurs milliers de personnes, ça peut leur donner une audience très importante. On a vu sur ces images que le snowboard, la glisse, c'est beaucoup de films liés à de l'urbain. On ride sur le mobilier urbain, qu'il soit en montagne ou en ville, dès qu'il y a un peu de neige. Mais Benjamin le disait, il y a des tendances comme le freeride qu'on va aussi retrouver cette année. Vous l'évoquiez, ce film qui s'appelle Ailleurs, Ouais. en anglais. Pas en français, qui là met en scène des snowboarders dans un cadre très haute montagne. Oui, alors ce film-là en question, c'est la finalité du projet personnel de Jeremy Jones, qui est donc un des plus gros freeriders de la planète. C'est le troisième film d'une trilogie qu'il a mis 6 ans à réaliser, avec beaucoup d'images de freeride, aussi beaucoup d'images, pas que de descente, de tout ce que consiste la pratique freeride, c'est-à-dire monter souvent, dans le cas de Jeremy Jones, sans hélicoptère, monter par ses propres moyens, puis descendre en face. Voilà, c'est un petit peu le rider qui recherche à repousser ses limites le plus possible, à descendre toujours plus loin. On accueillera ce film, mais aussi des images de Xavier Delerue encore cette année, qui est célèbre pour ça, et puis aussi des participants au Freeride World Tour, comme Ludovic Guyodia, par exemple, local de Vira-de-Lans. Ah ouais, Ludovic qui fait partie des meilleurs mondiaux en snowboard depuis 2 ans, qui sera donc présent, j'imagine, pendant le Oui, festival. tout à fait, ouais. Tout à fait. Parce qu'elle fait partie intégrante de la glisse et de la culture snowboard. La musique est également un élément important du Snow Garden Festival. C'est Nico Didry qui avait instauré ça sur les premières éditions. Ça se poursuit cette année. On continue, voilà, en développant en fait un programme d'alternance entre d'une part les animations du village, que tout le monde peut en profiter tout le temps, et puis après on a une alternance entre une projection de films et des concerts. Donc on a environ 3 concerts par jour, pas que des DJ, on accueille aussi des groupes, on accueille des groupes plutôt sur le début de soirée. Cette année, par exemple, on va pouvoir retrouver des groupes de la région comme les Monstroplantes. Ça, c'est un groupe plutôt électro, mais avec toute une équipe de cuivre qui va être très sympa. On accueillera aussi des groupes plus hip-hop, les Montpellier 27 et Match, par exemple. Et puis, sur les fins de soirée, ça sera plus des DJ sets pour finir. Alors cette année, dans les têtes d'affiche qu'on a, on accueillera Grimm et Pfel, donc 2 membres de C2C, qui avant eux aussi, enfin chacun de leur côté, ont eu différents projets. Grimm était le DJ d'Hocus Pocus, après avant de rejoindre C2C. Pfel, lui, était sur C2C et BitTorrent, et maintenant, voilà, chacun a pris un petit peu aussi des axes de chaque côté, et on profitera de leur DJ set en fin de soirée. Alors que ce soit les projections, les concerts ou toutes les animations, tout est gratuit pendant ces 3 jours. L'occasion aussi de découvrir le Stade des Alpes dans une configuration qu'on connaît pas trop. Il n'y a pas de ballon de rugby ni de football pour l'occasion. Il y avait, on l'a vu sur vos images, une petite animation hockey sur glace l'an dernier. Ça me permet de faire la transition avec les images qui vont suivre. En décembre dernier, le Stade des Alpes a accueilli une première en France, un match de hockey sur glace. Alors pour l'occasion, il avait fallu monter une patinoire au centre de la pelouse. Ça a été un gros succès populaire, cette première.
Est-ce que ça peut donner des idées aux créateurs du Snowboard Garden Festival pour peut-être faire évoluer la manifestation? On sait que les événements de sport d'hiver en milieu urbain se développent, notamment à l'étranger. Oui, alors c'est vrai qu'ils se sont développés déjà depuis longtemps à l'étranger, hein, les événements urbains, les gros big air urbains. On avait eu l'exemple Jeux de neige à Grenoble. Toutes les grosses villes cherchent à avoir un gros événement neige, que ce soit Shanghai, Munich, Barcelone, Stockholm ou Moscou. Voilà, ça se fait beaucoup. Après, nous, dans le cadre du Snow Garden Festival, moi, je commence à passer la main à Benjamin et Julien. Donc, je les laisserai voir par la suite. Néanmoins, c'est quelque chose auquel on avait déjà réfléchi. Là, sur les éditions actuelles, on utilise des substituts de neige. C'est-à-dire qu'on essaye de faire glisser les gens. On ne l'a pas trop vu sur les images, hein, mais il y a beaucoup d'animations pour le grand public. Ces animations-là sont gratuites. Comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, on fait glisser sur des petits tapis synthétiques. Enfin, voilà, on essaye de trouver des substituts et d'avoir ces sensations de neige parce que ramener de la neige, ça impose quand même des contraintes. Enfin, c'est pas ramener, puisqu'on ramène plus de neige maintenant. On la produit sur place. Voilà. Mais c'est compliqué, voilà, c'est plus compliqué en termes logistiques. Après, il y a aussi des données politiques qui sont importantes. C'est pas toujours très bien vu, très écolo, les créations d'événements neige en pleine ville. Après, on peut se poser la question de ramener un spectacle neige. Est-ce que quel est l'impact carbone de ramener un spectacle neige en ville pour 20 000 personnes, alors que si ces 20 000 personnes en avaient dû les monter là-haut, en station, les moyens. Voilà. Donc c'est aussi des questions qu'on peut se poser. Voilà, dans l'objectif d'une démocratisation de la pratique de la glisse, ce qui est notre credo. Bon, piste de réflexion ou pas pour les années à venir. Benjamin, en tout cas, vous serez à la manœuvre de cette 4e édition, donc du 16 au 18 octobre, pour tous ceux qui ont faim de glisse et qui ne peuvent pas encore y aller, puisque la neige, elle n'est pas là, que ce soit en bas ou en haut. Ratez pas l'événement au Stade des Alpes. On fait une pause dans cette émission. Vous restez, on revient tout de suite. Courir dans la boue, plonger dans l'eau glacée, ramper sous des barbelés, dit comme ça peut paraître un petit peu barbare. Pourtant, c'est de plus en plus tendance. Ces épreuves calquées sur le parcours du combattant se développent un peu partout en France. La première en Isère a eu lieu au mois de septembre et j'ai la chance d'avoir sur ce plateau un chercheur en ethnomarketing qui connaît bien le phénomène, Nico Didry. Si les téléspectateurs sont attentifs, votre visage va leur dire forcément quelque chose, à quelques détails près. Chercheur en ethnomarketing, c'est pas une blague, hein. Vous avez également ça à votre casquette. Oui. Ça consiste en quoi, l'ethnomarketing? En fait, c'est l'étude des communautés de consommateurs. Alors, Et là, en l'occurrence, c'est la communauté de consommateurs des runners, des mudders, ceux qui vont courir dans la boue. On change du milieu du snowboard qu'on a évoqué dans la première partie pour parler de ces événements qui se développent depuis quelques années en France et qui connaissent plutôt une belle réussite. Oui, depuis 3 ans, il y a une explosion du nombre d'événements boue. Donc le principe, on va peut-être rappeler le principe de ces événements-là, hein, c'est de courir et de courir une distance environ 12-13 km en moyenne et avec beaucoup d'obstacles donc qui parsèment le parcours comme ici on le voit sur cette vidéo des Mud Day. Donc on voit qu'il y a plusieurs types d'événements, il y a plusieurs, on va dire, circuits qui se mettent en place maintenant. Le premier en France, c'était la frappe à dingue en 2010. Et puis là, par exemple, les frappes à dingue, il y en a 7 maintenant en France. C'est plus de 30 000 personnes qui vont faire les frappes à dingue, par exemple, cette année. Là, sur l'exemple du Mud Day, sur le week-end du Mud Day en Isère, on avait 9 000 personnes qui venaient courir. Donc, c'est vraiment une pratique qui est en train de se développer et une pratique festive autour de l'activité course. Alors, comme vous êtes un chercheur investi, vous êtes allé sur le terrain, on vous voit là sur ces images, on ne vous reconnaît pas bien parce qu'il y a un petit peu de boue, mais c'est bien vu, c'est bien vous. Vivre de l'intérieur un événement comme ça pour comprendre un peu comment il marche et pourquoi ça attire du monde, c'est important.
C'est important, c'est le principe un petit peu de l'immersion du chercheur pour comprendre le vécu du consommateur et surtout quand on s'intéresse au vécu collectif. Pourquoi, qu'est-ce qu'on vit sur l'événement et comment on le vit avec les autres. Puisque là, par exemple, sur le Mud Day, c'est une course par équipe de 4. Et c'est un petit peu le principe de ces courses qui sont de se dérouler par équipe et de vivre ensemble entre copains. Puisque là, on n'est pas sur un effort solitaire, il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de performance. La performance, c'est d'aller jusqu'au bout. Il devait être content, le propriétaire du champ de maïs, là. C'était bien usé. Et d'ailleurs, les organisateurs avaient prévu de décaler les lignes parce qu'au fur et à mesure, le champ de maïs était détruit. Mais voilà, donc ça, c'est un obstacle, par exemple, qui est la course dans le champ de maïs, qui est intéressante aussi. Et l'idée d'être tous ensemble, ça crée aussi une autre dimension. On n'a pas vu d'image encore de l'échauffement. Mais alors là, sur le principe et le concept du Mud Day, on est à l'américaine. Donc à la fin, on reçoit notre t-shirt. Courir, c'est pas assez, il faut en faire plus. Donc c'est le principe du parcours du combattant. En fait, c'est pour tous ceux qui n'ont pas fait l'armée et qui pourraient être un petit peu frustrés de pouvoir faire l'armée, mais dans des conditions plus ludiques. Et à la fin, on reçoit même la Mud Day. Voilà, à la fin, à l'américaine, avec la mud bière. Voilà. Donc, voilà, la bière à l'arrivée d'une course, c'est quand même un petit peu spécifique et ça fait ressortir le côté festif. Donc, c'est pas chronométré. L'idée, c'est de le faire ensemble. Je vais faire un mini sondage autour de cette table. Benjamin, ça vous tenterait participer à une épreuve de ce type-là? Ah oui, avec Nico, on ira. Je serai participant la prochaine fois. Cyril? Carrément. Ouais. Ouais, sérieusement. Bon, bah alors effectivement, là pour l'instant c'est 100%. Moi je me réserve à voir. Il y a une douche quand même à la fin. Oui. Il y a la wash. La wash, tout bah est bien marketé, donc il y a la wash. Mais oui, il faut se doucher. Ça faisait un petit peu d'ailleurs ça faisait un petit peu le Gange où tout le monde allait se nettoyer dans le lac. Et, se purifier après l'effort. Se purifier après l'effort, exactement. Alors ça connaît un véritable engouement populaire. On peut le dire, il y avait près de 10 000 personnes à l'étape iséroise au début du mois de septembre. Oui. Donc alors, ce qui est intéressant de noter aussi, le fait d'être immergé complètement, ça permet aussi de voir quels sont les gens et qui participent et quelles sont leurs habitudes. Alors là, voilà, on voit ces fameuses images de l'échauffement, le côté un petit peu collectif, échange d'émotions qui est très sympa au départ. On se rend compte que c'est un événement grand public, même si le marketing des événements peuvent nous vendre quelque chose d'assez extrême. C'est extrême en fonction du niveau de chacun. Et les sportifs ne retrouveront pas ce côté extrême. Les sportifs... Quelqu'un qui est entraîné, aguerri, il va un peu s'embêter ou en tout cas il n'ira pas au bout de lui-même, c'est ça? Voilà, il aura du mal à aller au bout de lui-même, sauf si vraiment il est avec une équipe qui va à fond. Voilà, mais le sportif va plus le vivre avec ses copains. Alors que le grand public, quelqu'un qui est sportif mais pas sportif... averti, on va dire, un sportif occasionnel, là aura plus le côté challenge de pouvoir finir l'épreuve. Voilà, là on voit le passage sous des fils, donc là c'est des fils électriques. C'est vrai, il y a vraiment de l'électricité. Ouais, mais alors il n'y en a pas sur tous les fils et on se prend des charges, voilà, ça dépend à quel moment. Mais voilà un petit peu, donc on peut vivre cette expérience-là, bon, on va parler d'expérience de consommation, puisque c'est le cas, de manière différente aussi en fonction de si on est sportif ou pas. Mais il faut juste savoir pourquoi on vient. Et après on voit qu'il y a des courses aussi qui sont différentes. Donc là on voit les bacs à glaçons. Donc il y a quelques obstacles qui sont un petit peu saisissants, là c'est le cas de le dire. Mais les cris sont pas surfaits, c'est vraiment de l'eau glacée. Ah oui, là c'est de l'eau glacée. On est obligé de passer dessous, regardez, parce qu'il faut passer sous la planche, donc de s'immerger complètement. Ice cream. Voilà. Et on peut l'éviter cet obstacle ou... Alors par exemple, voilà, c'est ça la différence entre les différents événements, c'est que sur le Mud Day, on peut éviter tous les obstacles si on veut. Après par contre, on sera qualifié de Mudviette. Ouais, mais ils sont allés loin, ils sont très forts. C'est ASO, à Maurice Sport Organisation, qui organise cet événement-là, organisateur du Tour de France. Et donc là, au niveau marketing, ils sont très forts. Donc on arrive, le concept, tout est bien léché, tout est bien, tout est bien fait de A à Z. Mais après, il y a des courses où on ne peut pas passer outre ces obstacles-là. Ou alors, on a des pénalités et il faut faire des pompes, des sauts. C'est l'exemple de la Spartan Race, qui est l'un des événements qui est né aux États-Unis. Il y a 3 événements en fait qui sont nés aux États-Unis, alors que pourtant ça vient d'Angleterre. C'était fondé en 87. Le premier événement, c'était en 87 en Angleterre. C'est parti en 2010 aux États-Unis et là, ça a explosé. C'est un vrai phénomène de société aux États-Unis qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur
aussi chez nous en France, hein, avec, on parlait de nombre de personnes, mais c'est aussi symptomatique de l'évolution des gens et que les gens ne courent plus au final maintenant pour un temps, ou pas uniquement pour un temps, mais c'est allier le côté expérientiel, je vais vivre une expérience avec des gens, hein, avec des copains, c'est pour ça que souvent c'est par équipe de 4, et puis autour de la pratique de la course. Et si on reparle, tout à l'heure je vous parlais de la frappe à dingue, la spécificité, c'est les déguisements, où là sur cette course-là, on a vraiment beaucoup de déguisements, et donc qui donne une autre teneur aussi à la course ou à l'épreuve. La boue reste présente, ça c'est l'étape de Courchevel hein, qui s'est déroulée pendant l'été. Le terrain s'y prêtait bien également. Vous parliez de ASO, donc l'organisateur du Tour de France, qui s'est mis sur ce concept d'épreuve. C'est qu'il y a un business aussi, s'il y a de l'engouement populaire. C'est cher, hein, c'est entre 50 et 75 euros de l'inscription. C'est ça. Donc les inscriptions sont moins chères si elles sont à plusieurs que si elles sont ce que vous appelez en mode solo. Mais oui, la frappe à dingue, c'est 50 euros. Dès qu'on arrive sur le mode day, en fin de période, les derniers inscrits vont payer 75 euros. Donc c'est un investissement et c'est un gros business. C'est pour ça aussi qu'ASO s'est mis dans la partie complètement. Et puis c'est pour ça aussi qu'on voit d'autres événements. Alors là, on était sur la partie boue, l'idée d'avoir de la boue. Mais il y a aussi beaucoup d'autres événements festifs comme les Color Me Run ou Color Me Rad, où simplement là, on court 5 km et on se fait asperger par des pigments de peinture et il y a de la musique électro. Enfin voilà, on est sur le côté festif et il y a juste 5 km à courir. Mais ça aussi, c'est des courses qui sont en train de se développer beaucoup. Le chercheur en ethnomarketing nous dit que ça, c'est l'avenir, que ça va gagner encore plus le territoire. En tout cas, c'est bien sympa. Moi, je fais comme vous. Je vote à 100% finalement. Après avoir vu ces images, j'essaierai de participer prochainement à une de ces épreuves. Il y en a quelques-unes dans la région. Cyril, est-ce qu'on rentre dans la boue quand on fait de la spéléo ? Ça arrive. Ouais. C'est pas systématique, mais ça arrive, oui. Bon, alors donc c'est peut-être pas très loin. Oui, mais c'est pour ça que moi, j'ai pas peur d'y aller. Alors vous, votre spécialité, hein, c'est la spéléo. Vous êtes membre du comité départemental et puis du club de spéléo du CAF à Grenoble. Et début octobre, s'organisent les Journées nationales de la spéléo chaque année, avec un temps fort ici dans l'agglomération grenobloise. Et un peu comme le Mode Day ou le Snowboard Garden Festival, l'objectif de ces journées, c'est de toucher le public le plus large possible. Oui, tout à fait. C'est à destination du grand public, de gens qui veulent simplement découvrir l'atmosphère et l'ambiance du milieu souterrain. Donc le SGCAF, le club de spéléo de Grenoble, leur propose donc le 4 et 5 octobre de venir aux cuves de Sassenage et de faire une petite balade à l'intérieur des cuves en 2h30, 3h à peu près, ce qui donnera donc à ceux qui se seront inscrits la possibilité de découvrir le milieu souterrain, sa beauté, peut-être aussi de rompre certains clichés qu'on a vis-à-vis de la spéléo, pour découvrir vraiment le milieu souterrain. C'est vrai que c'est une image un peu austère, la spéléo. Je parlais de ramper dans la boue, dans le noir, dans des étroitures, etc. Là, on voit sur ces images, même des enfants peuvent venir participer à ces journées. Tout à fait. Là, en plus, ça se passe donc aux cuves et ce sont des volumes qui sont très grands aux cuves de Sassenage. On est debout tout le temps, on rampe pas, on a vraiment beaucoup plus d'espace que parfois on peut même en avoir en extérieur ou en surface. Et donc oui, les enfants sont les bienvenus pour découvrir et puis en général ils ressortent avec des yeux comme ça, quoi. Alors petite précision, les gens qui connaissent les cuves, la partie qui se visite comme une grotte ouverte aux touristes tout au long de l'année, là vous allez au-delà de cet endroit. Alors on commence par passer par la partie touristique parce qu'il n'y a pas d'autre cheminement possible, mais au-delà de la partie touristique, on commence après de la vraie spéléo, voilà. Bon, là, l'autre avantage par rapport au Mode Day, c'est que c'est gratuit chez vous. C'est gratuit, tout à fait. Oui, c'est gratuit, vraiment ouvert à tous et puis gratuit pour que le plus grand nombre puisse découvrir. Le matériel, ça aussi, j'imagine que ça peut être un frein à la pratique. Il en faut pas mal quand on fait de la spéléo. Là, sur une journée comme celle-là, vous êtes capable de fournir l'équipement ? Ouais, pour les cuves, sur ce qu'on fait faire aux gens, c'est uniquement un casque et un éclairage. Donc ça, c'est fourni par les organisateurs. Donc voilà, les gens viennent avec des vêtements qui n'auront pas peur de salir, c'est tout. Et pour tout le reste, c'est pris en charge. Alors il faut s'inscrire au préalable sur le site du SGCAF. Voilà, sgcaf.fr où il y a toutes les informations pour s'inscrire et donc la personne qui coordonne le projet et qui prend les inscriptions. Alors si on veut aller un petit peu plus loin que ces journées découvertes, vous avez créé il y a 2 ans un concept assez novateur dans le département qui s'appelle Spéléo Campus. Alors ça n'a rien à voir avec l'université. Rien du tout, toujours pas.
En quoi ça consiste? Alors Spéléo Campus, c'est une école de spéléo, c'est-à-dire que ça s'adresse à des gens qui n'ont jamais pratiqué mais qui ont envie de découvrir la spéléo et surtout qui ont envie de progresser et de devenir autonomes sous terre, c'est-à-dire d'être capable d'évoluer tout seul en fait. Donc on leur propose tout un cursus avec des sorties progressives, une quinzaine réparties sur l'année, où ils vont découvrir la discipline et au petit à petit donc progresser, être confronté à des situations de plus en plus difficiles en fait, et progresser sur la technique, sur les notions de sécurité, etc. Pour arriver au terme d'une année à être des spéléologues confirmés et autonomes sous terre. Les clubs, il y en a pas mal en Isère, offrent pas ce type de formation? Dans les clubs, en fait, il n'y a pas de profs comme il pourrait y en avoir dans un club de judo ou un club de karaté. Ce sont des bénévoles. Il n'y a pas d'entraîneur. Il n'y a pas d'entraîneur. Donc l'apprentissage, il se fait plus en fait sur le tas. Ça marche aussi. Il y a des tas de spéléos qui ont été formés comme ça. Nous, avec Spéléo Campus, on a vu la chose un petit peu différemment. On a mis en place un cursus avec des brevets d'État qui encadrent les sorties et qui déroulent tout au long de l'année un programme pédagogique pour amener les gens sur un schéma de progression en fait. En plus, je crois que vous avez des aides, ce qui fait que le coût pour la personne qui va suivre cette formation est plutôt accessible. Plutôt accessible puisque donc on fournit tout le matériel, qu'il soit collectif ou individuel. Donc les élèves ne payent que les frais pédagogiques et leur assurance. Donc c'est aux alentours de 300 € pour l'année. Et donc ça représente entre 15 et 17 sorties souterraines. Alors là aussi, il y a un site internet où on peut prendre les renseignements et s'inscrire. Petit mot pour finir, cet été, il y a eu un exercice spéléo important sur le massif du Vercors auquel vous avez participé. Je crois que d'ailleurs la spécificité de ce sport, c'est que les secours font appel aussi aux pratiquants en spéléo. Les secours font surtout appel aux pratiquants. En fait, ce sont les spéléos qui organisent leur propre secours. Est-ce que ça reste un sport dangereux? Là, on voit effectivement cet exercice, mais on entend régulièrement dans la région que des accidents se produisent dans les grottes. Comment vous qualifieriez la spéléo par rapport à ça? La spéléo, elle n'est pas plus dangereuse que prendre sa voiture et puis aller sur la rocade le matin. En fait, c'est les comportements qui peuvent être dangereux. Donc en spéléo, comme en snowboard ou comme en alpinisme, si on respecte les règles de sécurité, si on est toujours dans les bonnes manières de faire, on ne prend pas plus de risques qu'en faisant n'importe quoi d'autre. Après, c'est le comportement qui peut être déviant et qui peut engendrer des problèmes. Et puis ce qui change aussi, c'est qu'un secours en spéléo, même si le blessé n'est pas grave, c'est souvent très compliqué. On le voit là, évacuer quelqu'un en civière dans des cavités, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça demande tout de suite beaucoup de monde, beaucoup de matériel, une énorme logistique derrière, même pour une blessure qui est pas grave en fait. Donc ça prend vite des proportions assez pharaoniques. Eh bien, merci Cyril. On ne promet pas une évacuation aux gens qui viendront aux Journées nationales de la spéléologie. Ce sera encadré. Voilà, on fera tout pour éviter. Merci en tout cas. On va se quitter pour boucler sur le début de l'émission avec quelques images de glisse. La neige n'est toujours pas là, mais ça va venir. C'est des images issues du film No One Knows, l'une des rares productions françaises qui sera présentée lors du Snowboard Garden Festival. Donc, je vous rappelle la date du 16 au 18 octobre. Entièrement gratuit à partir de 17h le jeudi, vendredi et le samedi à partir de 14h. Entièrement gratuit si on vient avant 20h, puisque pour des questions d'organisation, ceux qui viennent un peu tardivement paieront 5 €. Merci à tous et bonne saison, bonne glisse. Merci. Merci. Grand Air avec le laboratoire Dermophile Indien. Protégez-vous des grands froids et du soleil avec le laboratoire Dermophile Indien.